19h sur CNews, merci d'être avec nous pour Face à Philippe de Villiers. Philippe, bonsoir. Bonsoir Elliot, bonsoir Geoffroy. Geoffroy Lejeune est avec nous comme chaque vendredi soir. Geoffroy, bonsoir. Bonsoir à tous les deux. Bon, félicitations Philippe de Villiers. Je vous ai découvert la une du Figaro Magazine pour votre ouvrage déjà disponible dans toute la France en précommande et qui sortira le 8 octobre prochain. Philippe de Villiers, la France peut encore renaître, exclusive donc, Populicide, son livre et son cri d'alarme. La question que évidemment tout le monde se pose et qu'on se posera en longueur dans les prochains jours, une fois le livre sorti, c'est pourquoi ? Pourquoi Populicide ? Pourquoi avoir écrit ce livre ? En fait, j'ai décidé, en écrivant ce livre testament, de ne jamais brider ma plume. J'ai écrit sans scrupule et j'ai voulu livrer, sans aucune précaution pour les âmes sensibles, le fond de ma pensée, guidé par l'obsession de relever le pays, de le redresser, de le sortir du cloaque. En fait, je suis hanté, comme beaucoup de Français, par la disparition du peuple auquel j'appartiens. Le gouffre s'ouvre devant nous. Et je vois, comme Chateaubriand le disait à propos de Fouché et de Talleyrand, le crime s'avancer au bras du vice, je dirais pour aujourd'hui, la complaisance s'avancer appuyée sur le bras des lâches. Donc c'est une parole pour l'histoire, c'est peut-être mon cri ultime, en tout cas le fruit d'une ultime mise en garde dont j'espère qu'elle sera utile. J'étais heureux et touché que le Figaro Magazine fasse dans ses pages une grande place à ce nouveau livre. Et je vois la une et je vois qu'il est écrit « La France peut renaître ». Oui, c'est paradoxal parce que le populicide, c'est la mort d'un peuple. Quand on tue un homme, c'est un homicide. Quand on tue un peuple, c'est un populicide. Donc ce mot, je l'explique. La France peut mourir. La France est peut-être en train de mourir. Et pourtant, elle peut renaître. Alors vous me direz, pourquoi ? C'est ce que j'essaye d'expliquer. En fait, quand un peuple est très vieux, il va chercher dans les replis secrets de ses anciennes sagesses une force insoupçonnable pour se relever. En d'autres termes, le passé multiséculaire de la France est comme une corde de rappel. Pour dire les choses autrement, à partir de chaque petit Français qui nous écoute, il y a en chaque petit Français, sans qu'il le sache, qui sommeille, mais qui veille, qui vit, qui survit et qui murmure. Un Français millénaire qui est en lui et qui se rappelle à lui et qui lui rappelle le devoir d'aller vers les hautes nefs immémoriales, le devoir de pratiquer les plus hautes valeurs distinctives. Et c'est ainsi que la France renaîtra. Moi, je sens en moi les sédimentations invisibles. J'appartiens à une vieille famille française, pauvre et glorieuse. Les sédimentations invisibles qui font qu'un pays ne peut pas mourir. Malgré ceux qui voudraient le faire mourir et qui sont de plus en plus nombreux. Il y a ceux qui voudraient le faire mourir. La Mélenchonie, parce qu'ils veulent changer de France. Il y a ceux qui voudraient le faire mourir parce qu'ils ne savent plus à quoi la France correspond, à quoi la France répond. Ceux qui se détachent, se détournent de nos héritages aussi précieux. C'est le livre le plus important de ma vie, en fait. Pourquoi je parle d'un livre testament ? Derrière ce livre, je ne peux pas en écrire d'autres. J'ai tout dit. Vous allez voir. Ça va faire du monde.
Et on en parlera évidemment la semaine prochaine, puisqu'il sort la semaine prochaine. Et avant de le découvrir dans les librairies, on peut découvrir votre Je serai entretien mercredi matin avec... chez Sonia Mabrouk. Ah bon. On n'est pas prévenu. Ah, on n'est pas prévenu. Okay. Ah, d'accord. Vous savez très bien. Ah bon. Mercredi matin, oui. chez Sonia. Ah oui, bah, Monsieur a des préférences. Geoffroy, on peut quitter le plateau. Écoutez, on lui... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ah, ne vous inquiétez pas, nous ne sommes pas jaloux. Alors, il y a une différence entre elle et vous, c'est qu'elle a lu le livre. Bon, bah, allez, voilà, c'est parti. J'ai hâte de découvrir l'entretien. J'ai souvenir de l'entretien absolument passionnant que vous aviez fait l'année dernière avec Sonia Mabrouk dans une émission Midi News. Vous étiez accompagné, c'était un plateau 100% féminin. Et c'était un entretien passionnant. Et j'invite les téléspectateurs à revoir l'entretien. C'était pour votre livre Mémoricide. Et je salue chaleureusement Sonia Mabrouk. Philippe de Villiers. Quasiment 2 ans après son meurtre, on ne connaît toujours pas le bourreau et on change de sujet. De Thomas. L'enquête se poursuit, mais la reconstitution numérique, cette semaine, n'a pas permis d'éclaircir de nombreuses zones d'ombre. 14 individus sont mis en examen, mais tous nient avoir porté le coup mortel. Durant les auditions, certains suspects, d'ailleurs, ont multiplié les comportements déplacés. Philippe, pourquoi ce fait a attiré votre attention? Et il n'est pas le seul fait dans la semaine qui ait pu attirer justement votre attention, Philippe. En fait, j'invite les téléspectateurs et les auditeurs, téléspectateurs de CNews, les auditeurs d'Europe 1, à une pratique qui est devenue chez moi obsessionnelle. Regarder les événements et les relier entre eux. Et dans une vision métapolitique, c'est-à-dire en prenant de la hauteur. Crépol. Je veux dire quelque chose que personne n'a vu. Et que les magistrats vont contester. Mais ça ne fait rien. Je pense que c'est la vérité. Crépol, on a eu donc une reconstitution numérique. Vous entendez? Une reconstitution numérique. C'est-à-dire qu'en fait, on se met à l'abri, à Valence, au palais de justice de Valence, dans une petite pièce, et on a des écrans. En fait, la justice devient un exercice ludique. Personne n'est dépaysé dans la nouvelle génération, puisqu'on vit avec des écrans. Et c'est le passage du virtuel, du réel au virtuel. C'est-à-dire qu'on ne va pas sur place, on ne reconstitue pas sur place. Pourquoi ? Pour une raison, c'est qu'on ne veut pas avoir le peuple autour de soi, on ne veut pas avoir la population qui regarde et qui se souvient et qui rappelle à qui veut l'oublier, Salguer, pour avoir entendu ça, ou encore on va planter du blanc, etc. Et donc, c'est une justice calfeutrée, une justice de l'ablation du drame. On est dans une petite pièce, et d'ailleurs, il paraît que d'après les avocats des parties civiles, les mis en examen étaient goguenards, parce que là, devant un écran, voilà. C'est pas comme si on était sur place, à l'endroit où a lieu le crime. Voilà. Et donc, en fait, c'est une justice qui a peur d'elle-même, qui a peur des représailles, qui a peur des criminels, qui a peur des délinquants. C'est une justice qui a peur d'être rendue. Et dans la même journée, c'était hier, j'entends dire, juste après, le Conseil supérieur de l'éducation propose que les noms des vacances soient revus. Les vacances de la Toussaint, les vacances de Noël, et puis demain les vacances de Pâques, etc. C'est-à-dire qu'il s'agit d'éradiquer toute référence au christianisme, toute référence à la chrétienté originelle de la France, à notre mode de vie, etc. Et qu'est-ce que ça m'a rappelé ? Ça m'a rappelé la terreur. Notre-Dame de Paris s'appelait le Temple de la Raison. Saint-Malo, ville à laquelle je suis très attaché par mon enfance, s'appelait Port-Malo. Saint-Brieuc s'appelait Port-Brieuc. C'est-à-dire qu'en fait, on débaptise. Là, en ce moment, c'est Vendémiaire. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'il fallait tout débaptiser. C'est-à-dire la table rase. Voilà. C'est ça qu'ils essayent de faire. Et cette idée absurde de la laïcité, qui est en fait le laïcisme, et qui voudrait se construire
contre le christianisme finissant, flageolant, pour mieux faire une place à l'islamisation galopante de la France, parce qu'en fait, la laïcité, pardonnez-moi l'expression, c'est un fusil à tirer dans les coins. Ça sert que pour le christianisme, en fait, aujourd'hui. Et ça me rappelle une phrase terrible de Viviani, le 8 novembre 1906. Cette phrase, elle ne m'a jamais quitté. Elle explique tout ce qui se passe en ce moment. Il dit ceci à l'Assemblée. C'est magnifique sur le plan formel, mais ça dit bien ce que ça veut dire. Il dit « Nous avons arraché les consciences à la croyance. Lorsqu'un misérable ployait le genou sous le poids du jour, nous lui avons dit « Au-dessus des nuages, il n'y a que des chimères. Chers camarades, il s'adresse aux socialistes, chers camarades, ce que nous avons fait est magnifique. Nous avons éteint dans le ciel, une à une, les étoiles qu'on ne rallumera plus. » Voilà. Dors-tu content, Voltaire, et ton hideux sourire voltige-t-il encore sur tes os décharnés? Ce siècle doit te plaire, car tes hommes sont nés. Voilà. Et donc, une fois qu'on aura éradiqué complètement la matrice chrétienne de la France, ça sera quoi, la France? La France, elle n'est plus la France. La France, elle n'est plus en France. La France, elle est arrachée à sa substance, à ce qui l'a fait grandir, à ce qui l'a fait rayonner, à ce qui lui a donné ses beautés secrètes. Et donc, il faudrait que tous les Français se lèvent et disent non, vous n'allez pas changer les vacances de Pâques, vous n'allez pas changer les vacances de Noël. Je ne veux pas qu'on dise joyeux solstice d'hiver, jour froid. Voilà. Et puis, il y a un troisième événement qui est encore beaucoup plus grave, passé inaperçu. On a appris que Madame Braun-Pivet, le président Larcher, président du Sénat, et le Premier ministre Lecornu ont décidé, tous les trois, de déposer le projet de loi sur l'euthanasie le 20 octobre sur le bureau du Sénat pour que le Sénat vote et que ça soit emballé, je cite, emballé en 10 jours. 27 octobre, séance solennelle, et c'est fini, on n'en parle plus. C'est un coup d'État, c'est un coup de force. Et je vais vous dire un truc. Lecornu passera, Barnier passera, Bayrou passera, Retailleau passera. Petite parenthèse, Bruno Retailleau, je voudrais qu'il lise l'interview de M. Leonetti, la loi Leonetti, dans le Figaro de ce matin. Magnifique entretien où il dit « Faites pas ça, c'est une provocation. Vous ne pouvez pas, avec un gouvernement démissionnaire, faire une loi sur la mort administrée et le suicide assisté. » Et j'ai appris hier, par un directeur d'établissement catholique, d'établissement de santé, qui travaille dans l'oblation et la charité, que la loi allait s'appliquer, la loi sur l'euthanasie allait s'appliquer de manière obligatoire à tous les établissements de santé. Donc il n'y a même plus le libre choix. C'est l'obligation de pratiquer l'euthanasie. Je rappelle, pour l'avoir dit ici, mais je le répète pour ceux qui seraient, comment dirais-je, qui ne verraient pas l'importance du choc, de la rupture anthropologique. Pourquoi je parle de rupture anthropologique? Parce qu'on a vécu la civilisation européenne, et mondiale d'ailleurs, a vécu sur l'idée de la protection de la vie avec le serment d'Hippocrate depuis 25 siècles. Là, on va briser le cycle de 25 siècles. Donc je rappelle qu'il y a 3 choses qui vont changer avec cette loi. Excusez du peu. Premièrement, ce sera une rupture de confiance entre le soignant et le soigné. C'est-à-dire que la main qui soigne ne peut pas être la main qui tue. Sinon, quand moi je suis dans mon lit, malade, vieillissant, et que je vois arriver un médecin avec 2 seringues, je dis laquelle il va utiliser? Celle où il y a du calmant ou celle où il y a du poison? Et donc j'ai plus confiance dans la blouse blanche qui arrive. Et si j'ai plus confiance, cette relation ineffable entre le soignant et le soigné,
elle est détruite à petit feu. C'est terrible pour les médecins ce qu'on est en train de faire. Deuxièmement, la deuxième rupture de confiance avec les proches, c'est Emmanuel Macron qui a voulu lui-même que les proches puissent ingérer le curare, le poison. Les proches auront le droit de tuer leurs proches. C'est-à-dire que vous aurez le droit de tuer votre père, votre mère, votre enfant. Vous vous rendez compte, le remords quand on a tué quelqu'un de sa propre famille? C'est ça qui se prépare. Et qui le dit? Tout le monde s'écrase, tout le monde se couche. Et enfin, la troisième rupture de confiance. Moi, on ne me mettra jamais dans une maison de retraite, à cause de ça. Jamais, jamais. Sinon, je sors par la fenêtre. J'ai prévenu ma famille. Pourquoi? Parce que les maisons de retraite, elles auront une consigne. Faites des économies avec ce qui se passe. Et donc, on va injecter. Ça sera gentil. On préviendra la famille qui dira « bah oui, il n'en peut plus, le pauvre ». Vous vous rendez compte dans quelle société on va vivre? Et je rappelle ma conversation un jour avec Hassan II. Il avait les larmes aux yeux. Il m'a dit « mais Philippe, vous croyez qu'on envie votre société ?» Je dis « mais pourquoi ?» Il dit « parce que vous êtes dans l'eugénisme policé. C'est ça qui va vous arriver. Vous tuez vos enfants et vous tuez vos vieux. » Hassan II, le roi Hassan II, un grand chef d'État. Donc j'ai honte. J'ai honte. Et comment? Et là, je m'adresse au ministre de l'Intérieur, que je connais bien, qui a été mon bras droit. Il s'est battu contre l'avortement avec moi. Il était un ami du professeur Lejeune avec moi. Professeur Lejeune, qu'on essaye aujourd'hui de déposséder de son invention, qui était un homme extraordinaire. Voilà. Et donc je lui dis, Bruno, laisse-toi, dis non, va-t'en, fais quelque chose. Dis, c'est la ligne rouge. Alors, il ne faut pas que la ligne rouge, ça soit une ligne violacée, la ligne du deuil des convictions. Ce que je vous propose, Philippe de Villiers, c'est que, parce qu'on a encore beaucoup de sujets, qu'on fasse une courte pause et qu'on revienne pour les autres sujets d'actualité. Et soyez rassurés, pour Noël, etc., l'Éducation nationale a dit... ils ont eu peur, oui. Alors, bravo CNews. Alors là, c'est l'influence de CNews. S'il n'y avait pas eu CNews, Madame Borne, elle dépasse toutes les bornes. Bah écoutez, on lui dira. Mais c'est pas la première fois que ça arrive. La publicité, on revient dans un instant et on récupère les quelques minutes de cette première partie pour la seconde. À tout de suite. 19h25 sur CNews, la suite de Face à Philippe de Villiers, toujours avec Geoffroy qui va introduire notre prochain thème. Cher Geoffroy. Philippe, il a été beaucoup de questions cette semaine, depuis la condamnation la semaine dernière de Nicolas Sarkozy à 5 ans de prison, de la justice, de l'état de droit évidemment. Qu'est-ce que selon vous l'état de droit? Comment le définir? Alors on entend ce mot-là toute la journée et les gens ne savent pas comment le prendre. Je voudrais essayer d'expliquer. En fait, l'état de droit, le faux état de droit, il est aux mains d'une kleptocratie, qui est une oligarchie juridique, idéologique et technocratique, et qui fait passer pour l'état de droit ce qui n'est pas l'état de droit. Et je voudrais expliquer pourquoi. L'état de droit digne de ce nom, c'est quand on assure, quand on rétablit, ce qui est une urgence constitutionnelle, le double primat, le primat de la souveraineté populaire sur la République des juges et le primat de la souveraineté nationale sur la République des commissaires, les nouveaux souverains. Aujourd'hui, nous sommes devant une gigantesque manipulation qui est inspirée par, vous savez, la recommandation de Camille Desmoulins qui disait « Les tyrans malhabiles usent des baïonnettes, les tyrans habiles usent de la loi ». Et là, en fait, ils n'ont que le mot « loi » à la bouche. Les chantres de l'état de droit montent sur le point haut et nous proposent l'état de droit divin. J'emprunte la formule à notre ami Mathieu Bocoté, toujours aussi brillant.
l'état de droit divin. Alors le primat de la souveraineté populaire sur la République des juges, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, les juges ne jugent plus au nom du peuple. Ils ne jugent plus au nom de la sécurité. Ils ne jugent plus au nom de la nation. Ils ne jugent plus au nom de la matrice anthropologique qui s'inspire des lois immémoriales et des lois naturelles, qu'on ne peut pas transgresser. Non, les juges, aujourd'hui, ils jugent au nom d'un corpus idéologique, au nom des minorités, au nom d'une extension indéfinie des droits individuels, comme l'a très bien vu Marcel Gauchet, et qui finissent par se retourner contre l'idée de la citoyenneté. Et c'est bien là le problème. C'est qu'en fait, le juge constitutionnel, par exemple, est en train d'abolir le principe même de la citoyenneté. Je vais vous donner 3 illustrations. La première, c'est incroyable ce que je vais vous raconter, mais c'est vrai. Au nom du principe de fraternité qu'ils ont dégoté dans le préambule de la Constitution, les juges constitutionnels ont décidé que le délit d'aide au séjour irrégulier n'était plus un délit. Et donc, il est désormais légal d'aider un immigré irrégulier. C'est légal. Et comme par ailleurs le délit de séjour irrégulier a été aboli, alors il n'y a plus de moyens de lutter contre l'immigration illégale. Et c'est le juge constitutionnel. Deuxième exemple, qui est tout aussi fort. Ils ont établi l'aide juridictionnelle gratuite pour les clandestins. Ça veut dire que vous, contribuables, moi, contribuable, nous payons les avocats gratuits pour les clandestins pour leur permettre de se retourner contre l'État, alors qu'ils sont dans des situations irrégulières. Mais on est dans la nef des fous. Regardez le tableau de Jérôme Bosch et vous comprendrez ce qu'est devenu le Conseil constitutionnel, et l'Assemblée d'ailleurs, qui fait la loi. On est dans la nef des fous. Et troisième exemple, c'est le plus frappant. Le 6 mai 2024, le président du Conseil constitutionnel, à l'époque Laurent Fabius, a expliqué que toute référence à la préférence nationale devait être bannie. Et il a introduit l'idée de la préférence étrangère, c'est-à-dire l'absence définitive pour l'avenir de toute différence de statut entre le national et l'étranger. Il n'y a plus de différence de statut entre le national et l'étranger. Ces 3 illustrations dont je viens de vous parler, l'une est faite au nom du principe de la fraternité, la deuxième est faite au nom du principe de l'égalité, et la troisième est faite au nom du principe de la non-discrimination. Donc au nom du principe de la non-discrimination, on ne peut pas distinguer la France et le reste du monde. Donc si le reste du monde vient chez nous, on ne peut pas mettre une barrière quelconque. Voilà pour le premier primat, le primat de la souveraineté populaire sur les juges. La justice juge au nom du peuple. Eh bien, aujourd'hui, elle ne juge plus au nom du peuple. Et le deuxième primat, c'est le primat de la souveraineté nationale sur la République des commissaires, les nouveaux souverains. Je vais vous donner un exemple, même 2. On ne peut plus aujourd'hui choisir qui on accueille, qui on n'accueille pas. Je l'ai dit la semaine dernière, je le répète ici, mais d'une autre manière. Le pacte asile-immigration, le pacte asile-migration, qui a été voté par le Parlement européen et par la Commission de Bruxelles, décidé par la Commission de Bruxelles, s'applique là, ça y est. Et donc il y a 30 000 demandeurs d'asile qui vont arriver, qui vont être répartis dans toute l'Europe. Et si jamais la France s'y opposait, elle devrait payer 20 000 € par refus, par migrant. Vous m'avez bien entendu. Est-ce qu'on est encore souverain? Qui ose nous dire qu'on est encore souverain? Mais c'est pire. Là, ils sont en train de soumettre au Parlement européen un document qui est en fait un règlement qui va être d'application directe en Europe,
pour la question de la directive retour. C'est-à-dire, en fait, les délais de rétention, etc. On n'est plus souverain, là non plus. C'est l'Union européenne, la Commission de Bruxelles, qui détermine. Voilà. Et petite parenthèse, les LR ont voté pour, ou vont voter pour. Ils soutiennent ce projet. J'ai lu un tweet de Marine Le Pen sur ce sujet qui dit les LR vont voter pour. Et elle s'oppose évidemment à cette folie. Alors, en fait, on n'est plus souverain. Il n'y a plus la souveraineté populaire par rapport aux juges. Il n'y a plus la souveraineté nationale par rapport aux commissaires. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait, la potestas est partie à Bruxelles et l'auctoritas est partie au prétoire. Qu'est-ce que l'état de droit ? Après ce grand détour, je réponds à votre question. L'état de droit, c'est premièrement la séparation des pouvoirs. Elle n'existe plus puisqu'on a vu avec l'affaire Marine Le Pen et l'affaire Sarkozy que l'autorité judiciaire est devenue le premier pouvoir. Donc il n'y a plus de séparation des pouvoirs. Il y a un pouvoir et deux pouvoirs soumis. Deuxièmement, l'état de droit, c'est la présomption d'innocence. Donc le double degré de juridiction, etc. Vous voyez bien qu'avec l'exécution provisoire, c'est fini. Troisièmement, l'état de droit, c'est le droit imprescriptible pour les citoyens d'aller chercher dans les siècles passés les mélodies manquantes. Là aussi, on nous l'interdit, puisqu'on nous interdit notre passé sacré. Politique toujours. Est-ce qu'on a un Premier ministre qui est souverain, qui a du pouvoir, Philippe de Villiers ? Lors d'une prise de parole, c'était d'ailleurs l'une de ses premières depuis la passation des pouvoirs. Ce vendredi matin, le Premier ministre Sébastien Lecornu a annoncé qu'il renonçait à l'article 49.3 de la Constitution pour gouverner. Et il a indiqué également que le nouveau gouvernement serait nommé dans les prochains jours. Écoutons M. Lecornu. La Ve République, elle est présidentielle, semi-présidentielle si on est précis, mais elle peut être aussi parlementaire. Et je pense que nous sommes dans le moment le plus parlementaire de la Ve République. Mais pour cela, il faut que chaque député puisse avoir du pouvoir, puisse avoir de la responsabilité, puisse prendre ses responsabilités. Et au fond, c'est ça qui nous empêche d'avancer, c'est la capacité à ce que le débat démarre. Et donc j'ai décidé de renoncer à l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, puisque cet article, au fond, permet au gouvernement d'interrompre les débats, d'engager la responsabilité du gouvernement et au gouvernement d'écrire la copie. Alors c'est une question qu'on veut vous poser depuis plusieurs semaines, qu'on a décalé plusieurs fois. Ah, qu'est-ce que tu veux ? Tout. Écoutez, imaginons que vous soyez aux responsabilités, que vous ayez le pouvoir, que vous exerciez le pouvoir en France. À quoi ressembleraient vos 100 premiers jours ? Comment feriez-vous pour redresser ce pays ? Déjà, je ne ferais pas du tout ce qu'il a fait là. Parce qu'en fait, il a refilé le pouvoir à l'Assemblée. Alors, si De Gaulle était là, il dirait le régime d'Assemblée. Vous vous rendez compte que l'Assemblée, c'est la foire. Bon, tout le monde le sait, tout le monde le voit. Bon, c'est le poulailler, quoi. Bon. Et lui, il se démet de son pouvoir, de ce qu'il en reste. Et il dit à l'Assemblée, c'est vous qui allez gouverner. Ouais. Donc le gouvernement ne gouverne plus, le Parlement ne parlemente plus, le Parlement gouverne et le gouvernement regarde. C'est ça qu'on vient de comprendre. Hein, bon. Et vous pensez que ça va marcher ? Enfin, voyons. Donc déjà, vous savez la phrase de Marie-France Garot un jour avec Charles Pasqua, elle me dit « Le problème de la France, c'est que le gouvernement ne gouverne plus, on n'est plus gouverné. » On n'est plus gouverné, voilà. Donc le gouvernement, c'est la poigne et la lucidité. La lucidité pour voir où on va et la poigne pour y aller. Alors, ne croyez pas que je suis en train de me débiner. Mais ça me permet de réfléchir à ma réponse. Donc, ce qu'il faudrait faire quand on manque de temps, c'est prendre des décisions immédiates, rapides, symboliques. Alors on peut énumérer les premières décisions, celles qui prennent 15 jours. Pour stopper l'immigration,
pour expliquer au pays, on stoppe l'immigration. Je sors de Schengen. Je rétablis les frontières, il faut 15 jours. Je rétablis les frontières tout de suite. Je renvoie chez eux, promesse de Macron qui n'a pas été tenue, tous les OQTF, les prisonniers étrangers, ça fera 15 000 places, et les délinquants étrangers. Pas de double peine, renvoyés chez eux. Ensuite, j'interdis le tchador dans l'espace public, de même que les tenues du 7e siècle, parce qu'en France, on vit comme les Français. Donc ce sont des signaux. Deuxièmement, il faut retourner la justice vers l'innocence, vers les victimes. Et pour ça, il faut envoyer 3 signaux, à mon avis. Le premier, c'est de rétablir les peines planchers. Deuxièmement, de retirer le chiffre d'affaires du narcotrafic du PIB pour qu'on voit ce que ça représente, un État dans l'État, dont personne ne parle. Et puis, troisièmement, j'interdis la syndicalisation des magistrats pour rétablir la neutralité de la magistrature. Et je supprime l'école de la magistrature pour pouvoir en refaire une autre avec le tour extérieur, faire rentrer des commissaires de police, etc. C'est-à-dire des gens qui connaissent la vie et qui jugent en équité, avec la balance de Thémis à l'ancienne. Mais ce n'est pas fini, ce n'est pas suffisant. Il faut ensuite rétablir la souveraineté. Je sors du Mercosur pour sauver les paysans. Je sors du marché européen d'électricité pour sauver les artisans. Je sors du pacte vert pour sauver les industriels. Et je sors du pacte asile-immigration pour sauver les Français. Et en plus, je fais une économie de 16 milliards puisque c'est la contribution nette à l'Union européenne, entre ce que ça nous coûte et ce que ça nous rapporte. Et je déclare que désormais, par une loi référendaire, la loi française sera supérieure à n'importe quel règlement européen. Mais ce n'est pas fini. Parce qu'il y a aussi la liberté d'entreprendre, qui est aujourd'hui une liberté bafouée. Il faut désétatiser l'économie. Donc pour ça, il faut donner un signe. Plutôt l'artisanat que l'assistanat. Le signe, ça veut dire qu'il faut faire des économies. Il suffit de voir le rapport de la Cour des comptes. Premièrement, les prestations non contributives, prestations sociales, doivent être réservées aux citoyens français. Ensuite, il faut arrêter l'aide au développement. Prestations non contributives, c'est 15 milliards. Aide au développement, 15 milliards. On est déjà à 30, mais ce n'est pas fini. Il faut arrêter le soutien aux éoliennes, 8 milliards. Il faut arrêter les agences de l'État qui servent à rien, comme l'ARCOM et l'ADEME. Ça va leur faire plaisir. Et entre autres, ça fait 10 milliards. Ensuite, il faut privatiser l'audiovisuel public, ça fait 4 milliards. Et il faut surtout affirmer le principe, pas d'impôts supplémentaires. On diminue les impôts, on diminue les dépenses. On diminue énormément les dépenses et on diminue un peu les impôts. Pourquoi ? Parce que moi, je connais la courbe de l'affaire. La courbe de l'affaire, c'est quoi ? C'est trop d'impôts tue l'impôt. Si les politiciens ne connaissent pas la courbe de l'affaire, il faut les remettre devant un tableau et leur expliquer la courbe de l'affaire. Ça fait ça, la courbe de l'affaire. Voilà. Et donc, il n'y a pas besoin d'être un grand économiste, mais moi, je sais ce que c'est qu'un bilan, je sais ce que c'est qu'un compte d'exploitation, je sais ce que c'est qu'un EBITDA, voilà, parce que j'ai eu une autre vie. Je ne suis pas un attaché parlementaire à vie, voilà, je ne suis pas... Le Cornu, il n'a jamais travaillé. Il n'a jamais travaillé, ils n'ont jamais travaillé, ces gens-là. Dites-moi ceux qui ont travaillé, qui ont dirigé une entreprise. Voilà. Et puis, alors, dernier point, l'école. L'école, il faut rétablir la liberté scolaire. C'est-à-dire qu'il faut que le sous-contrat et le hors-contrat, qui sont les canaux de sauvetage de l'éducation nationale qui est en panne, puissent avoir la liberté, y compris l'enseignement par correspondance, à domicile. Ensuite, il faut remettre les profs sur l'estrade.
Vous savez, moi j'avais un professeur de français qui me disait « L'enseignement magistral ne se justifie que s'il est magistral ». Aujourd'hui, il n'est plus magistral puisqu'il n'y a plus d'enseignement magistral, il n'y a plus de magistère. Donc il faut rétablir le magistère. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire l'uniforme obligatoire. Ça veut dire l'hymne national chanté toutes les semaines. Moi, je connais des écoles, je ne veux pas vous les citer, mais elles se reconnaîtront, où ça se passe comme ça. Et ensuite, la levée des couleurs et le vouvoiement. Et ensuite, on dit aux profs, maintenant, vous allez enseigner la France. Parce que l'éducation nationale ne se justifie que si on transmet l'amour de la France. Ça veut dire rétablissement du roman national. Une fois que tous les enfants de France seront allés au Mont-Saint-Michel, à Domrémy, à Vézelay, à Verdun, c'est-à-dire tous les lieux des gloires françaises, leur regard sur la France changera. Et c'est la raison pour laquelle je suis optimiste. C'est-à-dire que si on fait ça demain, ce que je viens de vous dire, là, très brièvement, en improvisant ma réponse, tout repart. Avec quelques personnes dans la rue, peut-être. Ah oui, mais là aussi. Non, mais c'est vrai, Personne dans la rue. Et ça fait des années qu'on parle des Black Blocs. Et dès que vous avez un gars de droite qui va dans la rue, là, comme à Crépol, on l'arrête. On l'arrête et on dissout l'association à laquelle il appartient. Et on ne peut pas dissoudre les Black Blocs, non. On ne peut pas les mettre en tôle, non. On ne peut pas, de manière préventive. On ne connaît pas leur nom, on ne connaît pas... Hein. Non mais attendez, c'est pas sérieux. En fait, Peggy disait, le français est poignard. Le français, elle aime la poigne. Voilà. Contrairement à ce qu'on croit. Et tous les gens qui nous regardent, je suis sûr qu'ils disent, il a raison. Voilà, la poigne. Et ça, c'est que les 100 premiers jours. Hein. Vous imaginez? Vous imaginez la suite. J'ai l'impression qu'ils nous grondaient. Ouais, c'est pas notre jour. C'est pas notre jour. Je vais demander à Sonia Mabrouk de venir vendredi prochain. Philippe de Villiers, sujet économique à présent. Très important et peu traité. Dans la presse écrite, il l'est, mais peu débattu. On va parler du défi existentiel de l'Europe industrielle à travers un papier du Figaro absolument passionnant. Ça s'appelle « Tout le monde est touché, l'industrie européenne désarmée face au rouleau compresseur chinois ». Geoffroy Lejeune, si vous avez la question. Eh ben, en effet, Le Monde et Le Figaro ont consacré chacun une double page à ce sujet. Quelle analyse, Philippe, faites-vous de la situation aujourd'hui qui apparaît inquiétante? Moi, j'ai vécu le moment de bascule. Le moment où l'Europe s'est définie comme un marché, un lieu d'échange, ouvert à tous les vents. Et je disais aux européistes, aux eurofédéralistes, un jour, ça se retournera contre vous. Ça y est, on y est. Vous allez comprendre ce que je veux dire. Là, on a deux mouvements successifs que Le Figaro et Le Monde ont appelé le rouleau compresseur, le deuxième choc. Alors, on a eu la capitulation estivale de l'impératrice de la norme, Van der Leyen, sur le parcours de golf, où elle s'est pris un club dans la gueule avec Trump. Et avec un triple choc. Premièrement, un choc tarifaire de 26%, c'est-à-dire 15% de droits de douane plus 11% d'évaluation du dollar. Vous imaginez le petit patron de PME qui exporte aux États-Unis, 26% de choc tarifaire. Deuxièmement, deuxième choc, la dépendance énergétique, puisque Trump a obligé l'impératrice à acheter 750 milliards de dollars de gaz de schiste texan. Et enfin, la dépendance industrielle, puisque il a fallu accepter la promesse, l'engagement d'investir 600 milliards aux États-Unis. Et j'ai regardé l'attitude des grandes entreprises françaises. Qu'est-ce qu'elles ont fait? Je cite LVMH, Stellantis, ou les entreprises européennes, l'Air Liquide, etc. Qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles se sont implantées aux États-Unis. Elles ont pris la décision de s'implanter aux États-Unis. Donc en fait, on est en train de perdre de l'emploi et de la compétence. Ça, c'est pour l'été. Et puis à l'automne, qu'est-ce qu'on découvre? Qu'en réalité, comme on est ouvert à tous les vents, ben, c'est la Chine qui arrive. On appelle ça le deuxième choc chinois. Le premier choc chinois, c'était
après l'entrée de la Chine dans l'OMC. La Chine a attiré nos industries de main-d'œuvre par les délocalisations. Le deuxième choc chinois, c'est plus les industries de main-d'œuvre, ce sont les secteurs d'innovation, c'est-à-dire l'intelligence artificielle, les véhicules électriques, la transition énergétique, tout ça, ça vient de Chine. Et petit à petit, c'est tout notre tissu industriel qui est aspiré par la Chine. Mais ce qui est intéressant, c'est la réponse de l'Europe. L'Institut Jacques Delors, c'est vraiment là où se développe la pensée européenne, eurofédéraliste. Vous savez ce qu'ils ont dit ? C'est extraordinaire, c'est passé inaperçu. Ils ont dit, voilà, il faut faire des joint ventures à l'envers. J'explique. Il faut implanter en France des entreprises chinoises et après, quand elles seront implantées, on va les supplier pour qu'elles acceptent de faire avec nous des transferts de technologie. Ça vous rappelle rien ? Ben si, ça rappelle exactement ce que faisaient les entreprises françaises dans les années 70-80 avec la Chine, c'est-à-dire qu'on allait là-bas à condition de faire des entreprises communes avec les Chinois pour que les Chinois puissent nous pomper, nous aspirer nos savoir-faire. Voilà. Sauf que là, c'est à l'envers. Donc on est dans une situation de sujétion. Et pourquoi tout ça ? Pour deux raisons successives. Premièrement, on a joué la carte du libre-échangisme mondialiste en mettant fin au marché commun en 1992. Marché commun, c'est une communauté de producteurs et de consommateurs avec un tarif extérieur commun. Et aujourd'hui, tout le monde le regrette puisque vous savez de quoi il parle à Bruxelles ? De la préférence européenne. Celle qu'on a bazardée en 1992 au moment du traité de Maastricht. Et puis deuxièmement, le pacte vert. Et ça, c'est à l'ONU, Trump qui nous a rappelé ça, en disant, avec votre pacte vert, vous êtes en train de décarboner pour le monde entier vous regarde et se marre, et pendant ce temps-là, les Chinois arrivent et ils vous vendent les éoliennes et les panneaux solaires. Non, mais c'est une faillite totale. Mais qui peut encore se dire européiste en France aujourd'hui s'il tient à la richesse et à la prospérité de notre pays ? Qui peut ? On est devant un problème religieux. La religion, ça sera peut-être l'occasion d'en parler à travers votre apologue, Philippe de Villiers. Puisque Déjà. Vous avez vu comme ça va vite. Nous venons de fêter la Saint-Michel. Saint-Michel qui est le patron de la France. Et ce sera le sujet de votre apologue, Philippe de Villiers. Alors, je vais vous raconter, au fil de mes pérégrinations enfantines, dans la géographie patrimoniale de la France de l'intime, comment j'ai découvert la double nature de celui que les Écritures ont appelé le chef de la milice céleste. Tout commence à Avranches, je m'en souviens très bien. J'avais 12 ans, dans la basilique. Je me trouve face à un reliquaire très ancien, avec un verre dépoli, à travers lequel on voit un crâne avec une cavité profonde, au fond. Je demande des explications à mon père, à ma mère, qui me disent « Ah ben voilà, c'est une longue histoire, mais en gros, voilà ce qui s'est passé. C'est le crâne d'un évêque, l'évêque d'Avranches, l'évêque Aubert. En songe, il s'est vu intimer l'ordre par Saint-Michel de construire sur un éperon rocheux entouré par la mer un sanctuaire. Et là, il s'est dit avec bon sens, un sanctuaire sur un pic au milieu de l'océan, c'est pas sérieux. C'est pas possible physiquement, matériellement. Et donc il a refusé. L'ange Gabriel est revenu une deuxième fois, puis une troisième fois. Et la troisième fois, agacé sans doute par le refus de l'évêque, il a appuyé le doigt sur le front et il a laissé une marque, d'où la cavité profonde. En étant 708, l'évêque obtempère. Et quelques années après, au milieu de l'océan, sur le rocher qui s'élève face à la tempête, face aux vagues qui viennent et qui reviennent,
il y a un sanctuaire en l'honneur de celui qui, dans le récit apocalyptique, a vaincu le dragon. En fait, j'ai compris la double nature de cet archange à travers 2 représentations spectaculaires, successives, qui ont donné l'explication à sa double qualité. Ange gardien de la France et ange de la frontière. Ange de la frontière. Pourquoi donc ? La première représentation, c'est face au Mont-Saint-Michel, c'est la flèche, tout là-haut dans le ciel, cette silhouette, ce chevalier céleste, cuirassé de lumière, casque étincelant, ailes déployées, glaive à la main, tout le monde connaît cette image, avec le dragon gueule ouverte terrassé sous ses pieds. La symbolique de cette sculpture, c'est la garde des seuils. C'est-à-dire que sur son roc, sur son cap, sur son île citadelle, Saint-Michel tient la frontière extérieure du pays. Et d'ailleurs, plus tard, en 1429, quand la sainte de la frontière, comme on l'a appelée à l'époque, Jeanne d'Arc, est allée voir le sieur de Baudricourt, capitaine de Vaucouleurs, il lui a dit « C'est l'ange des batailles qui m'envoie, l'ange de la frontière, l'ange qui veille sur les contours. » La deuxième représentation est venue plus tard, quand je suis allé aux Hospices de Beaune. Et là, je revois Saint-Michel. Mais c'est plus du tout le Saint-Michel avec un glaive, c'est qu'une balance. Le polyptyque de Beaune, c'est Saint-Michel qui tient une balance allégorique, la balance qui pèse les âmes. Et en fait, c'est plus la même frontière. C'est plus la frontière extérieure, c'est la frontière intérieure, celle qui sépare le bien et le mal en chacun de nous. L'ange de la frontière extérieure, de la frontière intérieure. Et là, en fait, je me dis, c'est l'ange régalien par excellence. Pourquoi ? Parce qu'il incarne, il représente le glaive et la balance. Et donc, l'autorité et la justice. Et en 1966, à l'occasion de la célébration du millénaire du monastère bénédictin du Mont-Saint-Michel, le général de Gaulle a rendu hommage à l'archange Saint-Michel en ces termes. Chaque Français, dit-il, chaque Français reconnaît dans cette sentinelle millénaire une image de la France éternelle face aux épreuves de l'océan. Il y a une troisième dimension chez Saint-Michel, c'est l'ange de la frontière entre le ciel et la terre. L'ange de la frontière entre le ciel et la terre. Pourquoi ? Parce qu'on le voit dans le ciel. Et ce n'est pas un hasard. Si les parachutistes en 1944 ont décidé de choisir comme saint patron Saint-Michel, le patron des parachutistes. Et souvent, j'entends avec émotion, en voyant défiler les paras, le deuxième rep, etc. Les paras, c'est l'élite de l'armée française. Mon Dieu, donnez-moi la souffrance. C'est le chant des paras. Et justement, on va le découvrir ensemble, Philippe. Voilà. Magnifique. Donnez-moi la mort au combat. Eh bien, un grand merci, Philippe de Donc, il Villiers. faut toujours penser à ceux qui, avant nous, étaient prêts à donner leur vie pour nous.
C'est pour eux que j'ai écrit Populicide. La gloire pour la France, ça signifie quelque chose. Ça signifie à la fois notre petitesse et puis la petite fille Espérance de Péguy. Merci Philippe de Villiers. On se retrouve la semaine prochaine, bien sûr. On est heureux de savoir qu'on vous retrouvera aussi mercredi matin avec Sonia Mabrouk sur CNews et sur Europe 1. La chouchoute. Geoffroy la préférée. le jeune est avec nous, qu'on vous retrouvera bien sûr, qu'on retrouvera la semaine prochaine. Dans un instant, c'est l'heure des pros. Restez avec nous sur CNews.